Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, merci encore de nous retrouver sur notre antenne pour ce début de semaine. Et nous allons commencer cette émission avec une belle citation de Omni Obed, d'ailleurs rendue lors de la 4e commission justement des Nations Unies en 1954. Il disait très bien, la communauté des cultures existe à l'origine. On a seulement essayé de la falsifier en instaurant la pseudo-culture française d'une part et anglaise d'autre part. Mais cette entreprise se trouve elle-même en échec par le fait de la colonie qui s'oppose au développement culturel des peuples colonisés. Comprenez bien, madame et messieurs, que les regards encore restent rivés vers le nord et le sud-est Cameroun aujourd'hui, en proie à des violences depuis 4 ans, quand on sait exactement que le 6 décembre dernier, parlant bien évidemment des régionales, on les a vécues sur le triangle national. Quel bilan peut-on en faire 48 heures après? L'autorité traditionnelle de l'Ouest Cameroun est-elle dans la tourmente? Comment comprendre la réaction, la nouvelle déclaration des chefs traditionnels après celle rendue publique en fin de semaine dernière? Qu'est-ce qui a amené ces auxiliaires d'administration à se dédire quant aux réalités camerounaises sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, sur le plan même sanitaire et surtout sur le plan social aujourd'hui? Pourquoi revenir sur une situation qui a été restituée valablement au sein de la communauté camerounaise et appréciée? Qui sont les élites de l'Ouest Cameroun qui ont pris sur eux d'aller payer la conscience de ces chefs traditionnels? Pourquoi une telle réaction? Mais qu'est-ce qui peut véritablement expliquer que sur les 7 premiers qui ont ratifié cette déclaration, qu'on en soit à 71 aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est réellement passé entre-temps à l'Ouest Cameroun? On en parlera certainement. Mais surtout, parlons du fédéralisme. Il est important de le dire, le cardinal Christian Toumi pense que les régionales n'apporteront rien au Cameroun. Il se penche encore pour le fédéralisme absolument pour résoudre la question de la crise anglophone aujourd'hui qui sévit depuis 4 ans. Quelle interprétation peut-on en faire? Quel regard vous y jetez vous aussi en tant que Camerounais? Merci pour l'intérêt que vous portez à 10-12 le Zénith. N'oubliez pas, si vous ne faites pas la politique, elle vous fera. La grande famille est au complet ce matin. Charles Hamel, Bombo, Karine, Dominique Audrey, ensemble unis pour la même mission. Jusqu'à 12h, madame, messieurs, vous serez servis. Charles Hamel Batchou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Permettez-moi de vous dire ce jour que l'argent tord le fer, monsieur Michel Ngachou, et que l'argent réussit désormais à tordre les valeurs traditionnelles et les valeurs ancestrales du fait que certains chefs traditionnels ont cassé le canari de la vérité, le canari du serment. Au prix de quoi? Au prix de l'argent. Vous êtes outré, me semble-t-il, justement, à la vue de la dernière sortie, la dernière déclaration de ces chefs. 7 premiers au départ, cette fois-ci, ils sont 71 à s'exprimer. Monsieur Michel Ngachou, vous devez comprendre que la sortie, comme on l'a fait la dernière fois, cet appui financier n'était pas un appui financier vain, monsieur Michel Ngachou. Cet appui financier était accompagné d'un certain nombre, on va dire, des conditions entre guillemets officieuses. Vous comprenez pourquoi aussitôt on a essayé de réduire l'appréciation portée par 7 chefs traditionnels, on a multiplié par 10 pour se retrouver à 70. Donc vous comprenez que l'argent tord véritablement le fait. Et il a réussi à casser les canaris dans les différents villages. J'espère que ces chefs ont véritablement été choisis, première chose, et j'espère que ces chefs vont assumer le poids de la sanction ancestrale, parce que ça ne sera tarder, rassurez-vous. Merci infiniment, Charles Hamel Batchou. Et nous saluons Bonbon Bengan Kanji avec nous ce matin. Bonjour Bonbon. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vos chers téléspectateurs. Eh bien, le RDPC a tout pris, on s'y attendait un peu, mais sauf que on va encore là bien apprécier l'action du parti au pouvoir. Il a pris toutes les mairies pratiquement, l'Assemblée nationale, le Sénat et maintenant les conseils régionaux. Et je pense qu'on ne va plus reprocher à un seul Camerounais de vouloir ternir l'image du pays. Donc maintenant, on a toutes les coups de franche pour mener à bien
les populations camerounaises vers leur plein épanouissement. Seulement que le 6 décembre dernier, pendant cette journée justement de vote concernant les régionales, on s'est rendu compte qu'il y a les membres du Social-Démocratic Front qui eux aussi sont allés voter, alors qu'il y a bien évidemment un mot d'ordre qui a été initié dans le parti par le NEC qui s'était justement dissocié de ces élections régionales au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe dans le SDF aujourd'hui? Quelles sont les sanctions que ceux-ci peuvent avoir dans les jours à venir, étant donné que ce samedi à Yaoundé, effectivement, il y aura une rencontre avec le NEC, notamment en présence du chairman Nidion Flundi, qui lui est présent au Cameroun depuis un petit moment. Bonjour à vous Karine Sontier, bienvenue ce matin. Bonjour Michel Gachou et bonjour à tous les téléspectateurs. Ce matin, on va s'intéresser au budget de l'année 2021 au Cameroun et à comment est-ce qu'il a été reparti dans les différents ministères. Vous allez vous rendre compte que le ministère qui attirera notre attention sera particulièrement le ministère des enseignements secondaires qui s'en tire avec 388 milliards de francs CFA, sachant que ce ministère a lui seul réussi à générer des fonds, que ce soit les frais exigés de scolarité et même les frais d'APE qui vont, ma foi, dans les caisses de l'État. Comment est-ce que cela va se passer? À quoi va servir cet argent? Est-ce qu'il y a de nouveaux lycées ou des nouveaux CES et CETIC à construire? On va en parler dans le cadre de la revue des réseaux sociaux ce Merci matin. infiniment Karine Sontia. Et puis on va revenir sur ces nombreuses dotations, oui, des budgets annuels dans ces ministères, et on tentera également avec vous d'établir une éventuelle comparaison en ce qui concerne certains ministères. Bonjour Dominique Audrey Yangalek. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs. C'est un plaisir justement d'être avec vous ce matin. L'histoire de ce matin, il s'agit de quoi? C'est l'histoire, le problème se pose dans une société qui fait du transit avec quelques collègues qui se plaignent de l'un des leurs. Ils mentionnent que c'est l'un des plus anciens de la société et la question qu'ils posent, c'est comment faire face à un collègue manipulateur. Le genre de personne qui déborde de gentillesse en public et qui, à la première occasion, file dans le bureau du directeur des ressources humaines pour raconter que tel agent est arrivé en retard, tel agent fait des choses personnelles aux heures du travail, dont manque le travail et fin d'être en train de travailler pour gérer ses business, qu'il a vu tel agent à tel endroit, et il paraît que ce collègue-là arrive même parfois à inventer des histoires à coller à ses collègues et les conséquences s'en suivent parfois avec des sanctions. On est confronté à ce problème et on ne trouve pas de solution. Le pire, c'est qu'il n'a pas l'esprit d'équipe et que c'est le premier à ne rien faire de toute la journée. Le complément d'information que nous avons reçu tout à l'heure fait état de ce que, à plusieurs reprises, il y a eu des disputes et parfois même des bagarres avec des collègues à cause de certains colportages. Donc, elle mentionne que l'histoire, que le collègue manque de l'esprit d'équipe et parfois se retrouve à jouer les victimes lorsqu'il est confronté. Il accuse ses collègues, pose des erreurs et s'approprie le travail bien fait des autres. La hiérarchie a été informée de cette situation, mais elle reste muette. Quelqu'un a-t-il déjà connu la même chose au sein de son travail ou bien comment se comporter? Quelle est l'attitude à adopter face à ce genre de personnes? Les questions, vous les avez, donnez-nous vos réponses. Vos propositions. Bon, lorsqu'on est dans une entreprise et on se retrouve au milieu d'autres personnes, il est d'abord important de savoir ce qu'on va faire dans cette entreprise-là. Malheureusement, lorsqu'on arrive, on a tendance à penser que les gens sont... Lorsqu'on est, voilà, pareil, on se dit que comme je vais arriver là-bas, tel sera mon ami, peut-être parce que la personne vous sourit, oh que non. L'amitié, c'est quelque chose qui se construit au fil du temps. Au premier contact, au premier mois, vous ne pouvez pas, comme on dit généralement, boire le caddie de quelqu'un et vous dire c'est son ami. Donc, first of all, dans les entreprises, il n'y a pas d'amitié. L'amitié, si elle arrive, elle se construit dans le temps. À côté de ça, dans notre entourage, même si on sort des entreprises, même dans nos vies de famille, on a des personnes qui sont des manipulateurs de base. Et au sein de l'environnement de travail, ces personnes, il faut parfois pouvoir les détecter au premier contact, au premier geste. Les personnes qui manipulent les autres ont tendance à imputer leurs incapacités ou bien leurs erreurs, leurs manquements sur les autres.
c'est simplement une faiblesse, mais bon, que ces personnes la prennent comme des forces. À côté de ça, ces personnes ont du mal à pouvoir vivre en société. Donc, c'est certainement la situation de votre collègue qui souffre d'un mal-être profond et il ne faudrait pas être méchant avec cette personne. Il faut faire être un peu bon et trouver comment encadrer cette personne-là, faire preuve d'un peu de gentillesse, d'un peu d'indulgence envers ce genre de personnes qui ont des problèmes au fond. À côté de ça, il faudrait peut-être insister auprès de votre hiérarchie. Si vous n'avez pas l'envie ou bien la possibilité de vous frotter à cette personne-là, restez simplement en retrait, gardez le minimum, la politesse, si vous en avez besoin, ou bien vous pouvez faire table rase de ça, puisque tout ce qui vous retient, tout ce qui vous relie, tout ce qui vous rassemble, c'est le travail. Mais tout de même, gardez simplement des relations professionnelles et tenez-vous à carreau de ce genre de personnes qui ont tendance à colporter. Et les bagarres, vraiment, quand on a un certain âge, on ne fait plus ça. Charles Hamel, vous comprenez grand-chose à cette histoire? Alors, il faut dire, monsieur Michel Ngatsou, que l'homme est censé, un homme complet est censé avoir le savoir comme connaissance, le savoir-être et le savoir-faire. C'est l'image de l'homme parfait et de l'homme complet dont la société a besoin pour pouvoir, comment on va dire, procéder à son éclosion. Sauf que vous avez des personnes qui ne présentent toujours pas. C'est la raison pour laquelle on dit nul n'a le monopole du savoir. Vous avez des gens qui ont le savoir comme connaissance et qui ont le savoir-être. Le savoir-faire, ils ne connaissent pas. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que dans certaines salles de classe, vous avez des élèves qui disent que le professeur l'enseigne, on ne comprend pas. Il parle, ça n'entre pas. Donc il a le savoir, il a la connaissance, il a le savoir-être, mais il n'a pas le savoir-faire. Vous avez des gens qui n'ont que le savoir-faire, qui n'ont ni la connaissance, ni le savoir-être. Donc, ce sont ces types de personnes qu'on retrouve parfois dans les entreprises. Et je vais vous dire, quand je calcule, on essaie de voir, c'est mitigé, savoir-être. Vous avez donc des personnes qui n'ont que le savoir-faire. C'est-à-dire son truc, c'est savoir-faire, savoir travailler. Et il sait tout donner. La réflexion, c'est pas lui. Le savoir-être, c'est pas lui. Lui, c'est quelqu'un, il est, comment on va dire, dans le travail manuel. Vous avez à côté dans les entreprises des individus qui, sans le vouloir, se retrouvent à frustrer ceux qui ont le savoir comme connaissance, se retrouvent à frustrer ceux qui n'ont que le savoir-faire. Alors, ça se matérialise par leur façon déjà de se tenir, première chose. Ça se manifeste par leur façon de parler, de discuter. C'est des frustrations, peut-être à l'œil invisible, mais qui se vivent à l'intérieur, qui se vivent à l'intérieur de soi en disant, mais pourquoi chaque jour il a besoin de me faire comprendre qu'il parle trop bien français? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de me faire comprendre qu'il s'habille bien? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de me faire comprendre qu'il a trop voyagé? Pourquoi est-ce qu'il a trop besoin de me faire savoir qu'il est de la famille du PDG? Pourquoi est-ce qu'il a besoin? Donc vous voyez, celui qui n'a que le savoir-faire se pose des questions et se dit, ok, comment je fais pour exister? Ça, c'est une autre question qu'il se pose là. Je fais comment pour exister et réussir à passer? Parce que lorsqu'il arrive, on dit, bonjour, monsieur Ngatsou. Bonjour, monsieur Ngatsou. Ah, salut. Ah, comment ça, la mère? Vous voyez, l'expression change. Le gars veut exister. Pour exister, qu'est-ce qu'il fait? Il développe donc des mécanismes. Ce n'est pas souhaitable, ce n'est pas appréciable. Des mécanismes, monsieur Michel Ngatsou, qui sont les mécanismes de gauche. Il commence à dire, parce que tu as vu la chaussure là, il touche même combien pour acheter la chaussure là? C'est terminé. Oui, dit, oh monsieur Michel Ngatsou, vous avez une belle paire de chaussures. Tu dis, c'est lors de mon dernier voyage en Russie, j'ai acheté. Et on te dit que le gars, s'il te vole, patron, le gars, s'il doit en train de voler. Vous voyez, il se retrouve à jouer, c'est pour exister. En fait, il cherche à exister. C'est pas trop dans l'esprit de nuit. Je réplique pas, hein. Il y a d'autres personnes qui, de manière volontaire, vont dire, ah, j'ai passé le week-end avec Karine Sontia. Mais PDG, elle danse. Hein. Oh, elle aime la vie. Bon, il le dit de manière naturelle. C'est comme certaines personnes. Parfois, ils causent même en entreprise avec le directeur. Vous voyez, dire au directeur que j'ai déjà dit pour là. Vous voyez l'expression. Mais ça passe. Et les danses
son naturel. Voilà, c'est son naturel, c'est son savoir-faire. Et on réussit à jongler. Donc je pense que ça, dans une entreprise où on a un patron qui sait ce qu'il veut, on a un directeur Mais l'histoire qui sait... de ce matin, justement, fait une fixation sur quelqu'un précisément. Oui, vous savez, on commence d'abord du général avant d'arriver au particulier. Le particulier, je dis donc pour l'histoire de ce jour, vraiment, c'est quelqu'un... Parce qu'il ne gagne rien dans la manipulation, il veut exister. Il veut exister. Je pense que les collègues devraient retourner la situation. Je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur qui, en quelques minutes pour terminer, le monsieur, il avait son meilleur ami avec qui il marchait. Mais lui, il aimait les femmes, il était marié. Les deux, dans tous les cas, aimaient les femmes. Mais sauf que quand il sortait pour aller se détendre, son ami sortait son téléphone, faisait semblant d'être sur WhatsApp, filmait les deux. Avec les deux, c'est-à-dire son ami et la petite, et il envoyait la femme du monsieur à la maison. Pour quel intérêt? Non, le truc, c'est que le gars choisissait de belles femmes, il choisissait des femmes qui avaient de l'argent, qui casquaient, mais lui, il avait toujours des mauvaises femmes, donc des mauvais choix. Alors, oui, je ne sais pas si on va appeler ça la jalousie, je ne sais pas si on va l'appeler, mais le monsieur rentre, on lui présente le téléphone, sa femme lui dit, tu es avec une femme, je suis passé, je t'ai vu, elle apportait tel habit, tel habit, tel habit. Le gars était étonné que sa femme, il a changé au moins 3 portables, pensant que sa femme installait les applications pour le suivre. Jusqu'à ce qu'en pleine réunion familiale, quand ça n'allait pas, la femme dénonce son ami. Et quand il pose la question à son ami lui dit que, mais est-ce que tu crois que c'est toi celle qui doit avoir les plus belles femmes? Les femmes, parfois, voir même une femme, donne-la-moi. Donc, vous voyez, il y a des gens comme ça qui développent des comportements juste parce qu'ils veulent exister. Quand on les repère, on s'arrange à trouver comment les aménager. Quand ils arrivent, on se tait. Par exemple, par exemple. Quand ils arrivent, quand il y a des confidences, quand il est là, chacun chuchote. Le virus est là. Voilà, donc on emploie, en entreprise, on trouve des expressions, mais si c'est un patron vraiment sérieux comme on en connaît, il organise une réunion, histoire d'éclabousser le gars en lui disant, ne le fais plus. Mais comme dans l'entreprise, c'est le système de diviser pour régner, on a besoin d'avoir ce type d'informations pour savoir qui est en entreprise. Il y a certains qui vont l'appliquer, d'autres surtout pas. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que pour exister, absolument, on a besoin de colporter, Karine Santia? Non, ça c'est pour quelqu'un qui sait que son travail est sujet à beaucoup de remarques. Ce sont ces personnes-là, parce que si quelqu'un fait son travail et que lorsque à la fin de la journée il retourne chez lui, il fait le feedback de sa journée, il trouve que c'est au moins positif à 70%, il n'aura pas besoin de colporter. Le colportage, c'est pour les personnes qui n'ont pas confiance en elles d'abord. C'est aussi pour des personnes qui trouvent que leur travail il y a à redire. Maintenant, elle comporte pourquoi? Pour attirer l'attention et pour susciter la sympathie de la hiérarchie. Vous voyez quelqu'un qui réussit à aller dans le bureau des RH pour parler de son collègue. Et je le dis, peut-être M. Bachouva, comme il vient de nous dire que c'est une stratégie des patrons d'entreprise pour diviser, pour mieux régner. Mais moi, je dis que ça ne fait pas du bien à l'atmosphère de l'entreprise. Pas du tout. L'environnement professionnel a ceci de particulier que lorsque tout le monde a le même objectif, je vous assure, tout le monde est galvanisé. On a l'impression que nous sommes mis au même niveau et puis ça nous aide à mieux travailler. Mais quand dans cette entreprise, vous avez l'impression, certains ont l'impression que d'autres valent mieux que d'autres font mieux que d'autres, juste parce qu'il y a un titre de plus que l'autre, ça fait que personne n'aura la volonté, le pouvoir, la capacité de donner le meilleur de lui-même. Moi, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des employés qui, lorsqu'ils voient des personnes qui arrivent, ils trouvent directement le danger. Et quand on trouve le danger, on commence à espionner la personne. C'est fait, c'est gestes, c'est manger, c'est boire, c'est sortir et tout. Et après, quand on finit de faire tout ça, on va raconter au patron. Et quand on finit de raconter au patron, le patron ne vous verra plus jamais de la même manière. Alors que vous êtes allé dans le bureau et vous avez négocié votre salaire avec votre patron. À partir de ce moment-là, il commence à vous voir comme moins que rien. Et lorsque vous venez maintenant vers lui pour une sorte de négociation par rapport à une augmentation de salaire, il vous dit que vous buvez la nuit, vous faites ci, vous faites ça. Ça n'a rien à voir avec le travail que vous faites. Parce que vous arrivez toujours à l'heure, vous faites votre travail comme il se doit. Il ne vous a jamais fait de remarques négatives par rapport à ce que vous avez fait. Il y a que dans les entreprises aussi, il y a des personnes qui ont besoin d'exister. Et lorsqu'elles ont besoin d'exister, elles font tout pour être amies avec tout le monde. Quand elles réussissent à être amies avec tout le monde, après avoir réussi ces amitiés-là, elles détruisent ces amitiés petit à petit. Elles commencent d'abord par les collègues entre elles. Elles quittent ici, elles disent ceci, elles pas dit à l'autre que non, c'est l'autre qui a dit. Elles quittent ici et c'est les collègues. Quand elles finissent d'arranger cela maintenant, elles vont voir le patron et ce qui ne fait qu'empoisonner davantage
davantage les relations entre dans l'entreprise. Pourquoi les collègues, justement, ayant détecté un tel individu, ne peuvent pas prendre sur eux, les collègues, justement, les dire, mais monsieur ou madame, on vous fait asseoir parce qu'apparemment vous empoisonnez le climat. Il y a des collègues qui sont très vicieux. Si vous êtes dans une entreprise et que vous êtes déjà de personnes que vous n'avez pas l'habitude parce que d'aller demander... si les collègues également le font, c'est dit que les collègues semblent entériner... Non, quelqu'un est capable de venir avec vous en train de discuter, chacun fait un commentaire sur le travail de l'autre et tout. Moi, je trouve que l'autre, quand il fait un peu, il faut qu'il fasse un peu comme ça de temps en temps et tout. L'autre va aller dire que... La fille a dit que tu ne veux même pas d'abord bien ton travail. Tu parlais même d'abord qu'il y a de français, ça. Avec le ton du partout. C'est comme ça que ça va commencer. Je dis, c'est comme ça que ça commence. C'est pas que quand la personne disait, il disait mal. Non, vous faites des commentaires en entreprise normalement par rapport au travail des uns et des autres. Mais il y a des gens qui trouvent que vous n'avez rien, vous ne pouvez rien, vous n'avez pas la capacité de parler du travail de l'autre. Et c'est ce qui pourrit l'atmosphère. Ça pourrit. Et comment résoudre ça de votre point de vue? Ce qu'il faut pour résoudre ça, c'est les états généraux. On ne peut pas faire autrement. Il faut les états généraux dans les entreprises, que chaque année, on permette aux employés de parler entre eux. C'est pour ça que vous voyez, lors par exemple du 1er mai dans certaines entreprises, on laisse les employés aller tout seuls. Parce qu'arriver là-bas, quand ils vont parler, il y a une personne qui va sortir dire que tu m'avais fait ceci. Et ça va faire en sorte que tout le monde va parler et ça va calmer la tendance. Parce que ça fait que dans les entreprises, parfois vous avez même envie de dire quelque chose à quelqu'un ou de faire une remarque positive même parfois à quelqu'un. Mais vous avez l'impression que quand vous allez dire, puisque vous n'êtes pas responsable de ce qu'il comprend, il va vous comprendre autrement et ça va devenir des difficultés, des problèmes. C'est bien dommage. Comment peut-on être directeur des ressources humaines dans une entreprise et qu'il y ait, on va dire, des malentendus entre employés, au lieu de les faire asseoir, on s'en sert justement pour les diviser davantage. Quel intérêt on peut porter à Sambon Bengan? Comment appréciez-vous l'histoire restituée ce matin? D'abord, il faut dire que lorsqu'on dit un ami, c'est la personne avec qui vous êtes lié dans l'âme. Donc, quand vous êtes lié dans l'âme, ça ne se trompe pas. Donc, il y a un type de comportement, un type d'attitude à observer. Donc là, il n'y a pas d'amis. Deuxièmement, lorsque dans son livre Le Capital, Karl Marx commence à dire, par exemple, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Ça veut dire que l'environnement du travail est fait de ce genre de personnes. Donc, le patron, public ou privé, les patrons, ils aiment ça. Ils doivent avoir les oreilles, les yeux partout, dans tous les services. À une certaine époque, vous parlez aujourd'hui des ressources humaines. Bon, peut-être bien, mais nous on parlait du personnel. Non, chef du personnel. Chef du personnel, c'est comme ça que depuis là. Donc les ressources humaines, bon, l'homme est une ressource, bon, il fallait, bon, je ne comprends pas trop la terminologie moderne, mais quand on parlait du chef du personnel, c'est lui qui était là. Parce que dans le personnel, il y avait le personnel dans l'entreprise, il y avait un type de comportement à donner à cette entreprise-là. Et le capital prolétaire de tous les pays, justement, est venu commencer à imprimer d'autres orientations. C'est ce que Karine disait tout à l'heure, l'affaire du travail. Comment amener le personnel dans une entreprise à se dire, on ne travaille pas chez quelqu'un, on travaille avec quelqu'un. Mais donc, ça doit être imprimé par le patron. Il va vous dire, vous ne travaillez pas chez moi, vous travaillez avec moi. Donc, ça permet de corriger les écarts. Mais le monde capitaliste ne connaît pas ce type ce type de collaboration-là. Par exemple, mais vous verrez rarement un patron qui viendra dire, bon, voilà, tu as dit, il appelle les deux. Bon, tu m'as dit que Ngachou a fait ça, répète. Bon, il y en a qui font ça. Ou même ceux que vous appelez responsables des ressources humaines, ils disent, non, vraiment, j'en ai trop. Chaque fois, tu viens parler mal tes collègues ici. Tu m'as dit qu'il a fait, répète ce que tu as dit. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on résout ça. Mais si le responsable des ressources humaines ne le fait pas, ça veut dire que c'est un indique du management, du top management. Un indique qu'il utilise. Bon, avec ce comportement malsain, on fait comment pour résoudre ça? On le lui dit. C'est entre collègues. Parce que pour que cela n'affecte pas la production, d'abord, l'histoire nous dit qu'il ne travaille pas bien. Quelquefois, c'est lui qui a des écarts professionnels et tout.
Mais il est prêt à aller dire que tel a mal travaillé. Ça veut dire qu'en groupe, on travaille dans de ces services et tout. Bon, vous le lui dites. Voilà, toi qui colportes souvent, regarde, termine ça, tu ne fais pas, non, ne fais pas avec toi. On va dire, ça doit se dire clairement. Parce que même dans la vie politique aujourd'hui, pour déceler les indices, tu sais que les mouvements sont infiltrés. Dites les choses clairement et en public. C'est là, dites-le. Quand vous êtes ensemble, vous dites, ah non, nous avons quelqu'un ici, vous le détectez, vous commencez le baisser comme ça, oui, ouvertement. Vous commencez d'abord comme ça. Maintenant, c'est là où c'est qu'on esprit, l'âme va être veillée et vous verrez deux collègues. Les collègues se marient souvent, non? Mais parce qu'ils sont liés par l'âme. Il y en a même qui peut donner le nom. Son nom, veut porter le nom à son enfant, le nom de son collègue à son enfant. Ça existe aussi. Donc, il ne faut pas faire comme si tout le temps c'est comme ça. Mais la base, c'est cela. Donc, public, rendez public tous ces manquements professionnels. Oui, rendez public entre vous tous ces manquements professionnels. Vous n'avez pas à aller dire aux responsables des ressources humaines que bon, le gars qui vient souvent, notre collègue qui vient souvent, il a non. Vous le lui dites lui-même. Rendez public ces manquements professionnels. Oui, à lui-même. Est-ce qu'il y a des gens en entreprise très souvent qui comprennent très bien que on peut porter une critique constructive à un travail et qu'on l'accepte véritablement et valablement? Oui, ça c'est ce que vous appelez... Parce qu'à un moment donné, on peut trouver dans l'attitude, je ne sais pas justifier l'attitude justement de l'indique, entre guillemets, ou bien de celui qui colporte, on peut trouver dans son attitude quelqu'un de très exigeant et qu'on manque la formule, comment l'aborder pour lui dire, écoute, même toi-même, à un moment donné, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui peut justifier justement cette froideur, cette distance-là? Et pourtant, on est collègues. C'est la peur. On s'est dit, bon, chaque fois, comme l'histoire nous dit, c'est dit qu'on n'est pas vrai. Non, la hiérarchie est au courant. Sûrement, la hiérarchie est aussi au courant que notre collègue ne travaille pas bien. Mais pourquoi on ne le punit pas? Bon, vous savez, un sentiment de peur naît en vous. Vous vous dites, bon, si je vais dire maintenant, il a le bras long. Voilà, sûrement que je serai mal vu. À ce moment, vous l'exposez en équipe. Très bien. Vous l'exposez, c'est en équipe, vous l'exposez entre vous. Merci beaucoup, Mbouan Bengan. Et puis le message justement ce matin est transmis à ceux-là qui nous regardent en même temps et qui dans les entreprises pourraient se comporter un peu comme des colporteurs. Il n'y a aucun intérêt à prendre des choses qu'il y a entre vous et à les ramener au niveau de la direction des ressources humaines ou encore au niveau de vos patrons pour créer la brouille entre collègues. Et aussi entre collègues également, il est important d'apprendre à avoir un climat serein entre autres, mais surtout d'apprendre à se respecter les uns les autres. S'il y a une critique constructive à apporter à votre collègue, n'hésitez pas pour le bien justement de l'avancement en entreprise, mais surtout pour le travail qui vous unit et vous réunit en même temps. Merci à vous, madame, monsieur, de rester présents. Dans un instant, on parlera ce matin d'une colère. Elle vous parlera. Je m'interroge ce jour sur la question d'une possible médiation allemande dans la résolution de la crise anglophone. Depuis le déclenchement de cette crise, que n'a-t-on pas entendu en termes d'acteurs de la société civile, de leaders de partis politiques, de leaders religieux, d'ONG et de pays amis qui ont souhaité être des médiateurs dans la résolution de la crise anglophone. À chaque fois, il y a toujours eu des échecs patents. À chaque fois, il y a toujours eu, on va le dire, quelque chose qui a coincé. Le Cameroun est-il disposé à accepter un médiateur pour la résolution de cette crise? Point d'interrogation. Le Cameroun est-il vraiment disposé à discuter sincèrement? Autre point d'interrogation. Le Cameroun a-t-il vraiment besoin d'une médiation pour résoudre la crise anglophone? Point d'interrogation. Comment s'effectuera alors le choix du médiateur dans le cas où il viendra être la solution à la résolution de cette crise? Autre point d'interrogation. Comment s'est effectué le choix du médiateur germanique? Était-ce avec les deux parties ou alors l'initiative d'un seul groupe? Le choix de procéder à l'intervention d'un médiateur
incombe à quel parti? Aux protagonistes? À l'État du Cameroun? Ou alors à ceux qui veulent la division? Autant de points d'interrogation que tous, et même les experts, se posent, parce qu'à chaque fois lorsqu'on parle de médiation, de médiateurs, on ne pose pas les véritables questions. Est-ce qu'une médiation organisée par les nations amies pourrait-elle à terme résoudre définitivement la question anglophone dans ce pays, mieux que celle proposée par les acteurs politiques et leaders de la société civile? Point d'interrogation. Comment comprendre l'échec de multiples appels à médiation lancés depuis des mois par certains caciques et leaders de l'opposition, pour ne pas dire leaders religieux, pour la résolution de la crise anglophone? On se rappelle du dernier cas en date, la Haute Conférence anglophone, qui avait connu des bazoukages de la part de certains acteurs et leaders de la scène politique à l'endroit du cardinal, qui se battait à essayer de rassembler toutes les parties, histoire de discuter sur les questions franches et véritables. Si l'appel de l'Union africaine, qui a formé une mission tripartite avec le Commonwealth et l'Organisation internationale de la francophonie, visant à contenir la violence au Cameroun, de l'ONU, l'appel de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, de l'Union européenne, l'appel de la commissaire des Nations unies pour les droits humains sur la résolution de la crise, le Congrès américain, qui a adopté une résolution en faveur du retour au fédéralisme au Cameroun, l'appel des États-Unis et une tentative de médiation entre le gouvernement et les séparatistes, chapeautés par une organisation humanitaire suisse, semblent avoir échoué à apaiser la situation. Est-ce donc la médiation allemande qui, elle, aura de beaux jours au Cameroun? Même si l'on sait qu'au-delà de cette visibilité accrue sur la scène internationale, le Cameroun et l'Allemagne partagent une histoire commune. Comment comprendre qu'on se prépare à accepter la médiation de l'Allemagne au détriment de celle de la Grande-Bretagne, alors qu'on sait que le Cameroun a été divisé entre la France et l'Angleterre après la chute de l'Empire germanique en 1919, et dont le conflit actuel semble être l'une des résultantes de la mauvaise gestion de l'après? Peut-on parler d'une médiation allemande sans un dialogue franco-allemand sur le sujet? Autant d'interrogations qu'on se pose tout autour de la question des médiations. Ont-ils réellement un impact positif sur la gestion des affaires de ce pays, pour ne pas dire sur les populations des zones en crise? Est-ce donc dire que c'est plus les autres qui ont la maîtrise du sujet que les Camerounais, eux, dans la suite logique du cardinal Christian Toumi, qui tente depuis des mois d'organiser une conférence générale des anglophones pour mettre un terme à la crise qui secoue le Cameroun depuis bientôt 4 ans? Pourquoi n'a-t-on pas donné la possibilité aux sénateurs, députés, chefs traditionnels, aux maires, parce qu'élus du peuple, est solution naturelle à une tentative de résolution? Si le président Biya a indiqué clairement qu'il considère qu'il s'agit d'un problème camerounais qui ne pourrait être résolu que par les Camerounais et au Cameroun, pourquoi tarde-t-il donc à résoudre véritablement ce conflit? La question, on se la pose. La question, on s'interroge si véritablement c'est ce passé historique entre le Cameroun et l'Allemagne qui va décidément permettre qu'on réussisse à aplanir véritablement la crise anglophone. Est-ce que l'Allemagne, tout comme la Suisse, tout comme le Canada, tout comme les États-Unis, ne serait pas en train de faire un flop? Et si la situation, on l'avait à Yaoundé? Merci infiniment, cher Label Mathieu, pour cette colère ce matin. Et c'est très important justement d'en parler. Le regard que l'on jette sur les nombreuses médiations en direction du Cameroun, notamment dans la résolution de la crise anglophone aujourd'hui, et même pour une sortie de crise dans l'extrême nord du Cameroun avec Boko Haram. Mais précisément, vous avez posé des questions aussi importantes les unes que les autres ce matin. Qu'est-ce qu'on peut réellement filtrer d'une médiation allemande? On est quand même aussi en droit de se demander, est-ce que pour beaucoup qui écument les plateaux de radio-télévision aujourd'hui, qui estiment qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une intervention de la communauté dite entre guillemets internationale, qui reviendra certainement chercher à se faire des richesses du pays au demeurant sans pour autant résoudre les problèmes cruciaux? Quel regard peut-on y jeter? En prenant d'ailleurs des exemples sur des pays comme la République démocratique du Congo, où on sait qu'on a eu non seulement la présence des casques bleus dans ces pays à un moment donné pour la résolution des conflits, on a également la Centrafrique à côté. Pouvons-nous
pouvons-nous véritablement dire que des médiations étrangères peuvent apporter suffisamment au retour de la paix au Cameroun? La question est importante d'être posée ce matin. Bonbon Bengankandji, nous retournons vers vous. Mais surtout, il est important de se dire, pourquoi une médiation allemande maintenant? N'y a-t-il pas d'autres entités au niveau national à même de faire peser de leur poids pour pouvoir en sortir de la crise anglophone et un retour à la paix évidente? Vous savez, d'abord, Charles Hamel a posé des questions pertinentes. Est-ce que l'Allemagne vraiment sera considérée comme partenaire qui va jouer la médiation? On ne sait pas. Est-ce que Yaoundé va accepter? Est-ce que l'Allemagne s'est proposé? Non, il y a un certain nombre d'interrogations auxquelles il faudrait répondre. C'est d'abord ça. Mais si on admet, parce que là on est obligé, on ne fait pas l'histoire avec les si, mais ici avec le Cameroun on est obligé d'utiliser les si. L'Allemagne, j'allais dire, une médiation allemande serait une bonne chose parce que l'Allemagne connaît le problème. C'est d'ailleurs les différentes cartes menées par l'Allemagne qui nous ont permis de reconquérir Bakassi dans le procès à la Haye. Ce sont ces cartes-là. Et même lorsqu'on chasse les Allemands du Cameroun en 1916, mais lorsque les Britanniques chassent les Allemands du Cameroun, en principe, la grande partie du Cameroun devait être anglophone aujourd'hui. Mais par le jeu des intérêts, la Grande-Bretagne a cédé à sa sœur, la France, une grande partie du Cameroun, la population du Cameroun, parce que même Yaoundé, Douala, et tout le littoral était resté anglophone jusqu'en 2016. Yaoundé, la capitale, et une grande partie de la région du centre étaient anglophones. Donc les Français sont même arrivés à Yaoundé, je pense, une semaine après les Britanniques. Mais comme la France n'avait pas accès à la mer, parce que étant au Tchad et à Lubangui-Chari, qu'on appelle RCA, ils ont négocié avec leurs sœurs britanniques en leur disant, mais gars, vous êtes déjà au Nigeria, vous avez nous voulons avoir accès à la mer, et la France obtient donc cela, et l'Angleterre est obligée, et c'est le général Dobel, parce que quand vous entendez la rue Dobel ici, c'est le général Dobel qui a libéré le Cameroun des mains de l'Allemagne. Donc voilà. Sur le plan donc des intérêts stratégiques, je pense que l'Allemagne n'a pas de gros intérêts. C'est pour ça qu'elle est restée très calme. Mais bien que l'Allemagne, à travers beaucoup de fondations, d'abord sur le plan de la santé, Karine a parlé tout à l'heure des budgets. Je pense que la fondation GTZ participe à près de 20% dans la politique de la santé au Cameroun. Et même le programme de médicaments essentiels, ainsi de suite, c'est l'Allemagne, il faut le dire. Même la santé communautaire que l'Allemagne voulait instaurer au Cameroun n'a qu'à capoter, parce que vous allez à la cité des palmiers en Banga, on avait voulu expérimenter comme ça. Donc, l'Allemagne peut le faire, tout comme la Suisse pouvait le faire. Mais pourquoi ça bloque? Charles Hamel a bien fait de poser la question. Ça bloque précisément parce que Yaoundé ne veut pas la résolution de la crise. Et quand Yaoundé ne veut pas la résolution de la crise, ça veut dire que le Cameroun a été franconisé. En fait, quelqu'un disait, il demandait aux Africains, il conseillait aux Africains de faire souvent la prière suivante, en disant à Dieu, protégez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en occupe. Donc, la France est un élément perturbateur dans la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Bon, l'Allemagne qui tient la locomotive en Europe, peut-elle convaincre la France à lâcher de l'Est? Voilà la principale interrogation. Donc, quelle manière la France va le faire? Puisque la France, c'est l'Allemagne qui tire la France. Effectivement. C'est l'Allemagne qui tire la France. Et quand la France va lui dire... On va dire une bonne partie de l'Europe. Voilà, il va dire à Angela, madame, ma soeur, si vous me faites ça, si vraiment je serai KO ici, je suis en pleine crise. C'est au Cameroun que j'épuise l'essentiel de mes ressources, je serai mort. Bon, il ne faut pas quand même, je ne pense pas que vous souhaitez que j'ai la position de la Grèce. Bon, l'Allemagne va se ressaisir, va dire, bon, voilà.
Donc c'est là le blocage véritable. Donc c'est la France qui est un élément perturbateur dans la résolution de cette crise. Et c'est comme ça que la France, à travers un certain... Malheureusement, il ne peut pas être forcé, On ne peut pas forcer justement l'entrée non, d'un quelconque pays pour une médiation. Elle ne peut pas. Lors de la session spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui est passée du 13 février au 4 mars 1959, Kosciusko Morizet, qui était le représentant de la France, avait bien dit que non, ils ont pris le Cameroun. Et il avait d'ailleurs refusé de recevoir Moumié, parce que Moumié lui avait dit à l'époque que j'ai vu, vous allez confier le pays à mon frère Ahidjo, mais permettez-moi de discuter avec mon frère. Sinon, vous allez créer un incident que vous ne pourrez jamais résoudre. Voilà les propos du président Moumié dans les couloirs des Nations Unies, parce que Moumié était encadré par Nasser, par Sékou Touré, pour aller là-bas, mais malheureusement... L'implication justement des Nations Unies, notamment l'ONU ici, est-ce qu'on peut dire justement que ce serait la bienvenue? Tout à l'heure on parlait de la République démocratique du Congo, on a vu très souvent dans le cas des résolutions dans ces pays-là, l'implication des Nations Unies, les casques bleus, on a également vu ceci en Centrafrique, vous ne citez que ces deux exemples précisément. Est-ce que l'ONU peut être une garantie d'une sortie de crise au Cameroun aujourd'hui? Non, c'est l'ONU qui a créé ce problème. Je dis bien c'est l'ONU. Il y en a même qui pensent que l'assassinat du secrétaire général de l'époque, un certain Dag Hammarskjöld, vient de cela. Parce que Dag Hammarskjöld ne voulait pas. Il y avait Dag Hammarskjöld qui a été assassiné. Et également Jean-Baptiste Boganda, vous appelez RCA aujourd'hui. Non, l'ONU ne veut pas. L'ONU ne veut pas, jusqu'à ce que les intérêts de la France soient véritablement protégés. Alors, si l'ONU ne veut pas, les intérêts de la France sont protégés. Au final, les Camerounais aujourd'hui peuvent donc trouver une solution en interne. Non, trouver une solution en interne, ça veut dire s'engager à faire en sorte qu'il y ait au moins 2000 morts sur le carreau. C'est-à-dire eux-mêmes les Camerounais? Oui, ça veut dire qu'on dit à la France, on en a marre. On en a marre et on fait, c'est sûr. Bon, regardez la politique de la France. Quelqu'un français vient d'ailleurs d'écrire un livre là-dessus. Mon pays vend les armes. Comment la France, l'Inde et le Pakistan sont dans les positions. Ils vendent les armes dans les deux pays. Donc, vous voyez, vous allez résoudre ça comment? Donc, la France va tuer les gens. Je le dis, ça risque de créer un incident diplomatique, on s'en fout. Mais il faut dire la vérité. La France ne peut libérer le Cameroun qu'au prix du sang des Camerounais. Est-ce que les Camerounais devraient mourir aujourd'hui, Karine Santia? Est-ce que les Camerounais devraient accepter de verser leur sang eux-mêmes en tant que Camerounais en trouvant des solutions en interne? Que dit le gouvernement camerounais aujourd'hui? D'ailleurs, la collègue de Charles Lamé semble faire savoir que Yaoundé s'engraisse suffisamment sur cette crise-là. Ça dépend du bord sur lequel vous vous placez pour donner votre point de vue. Parce que si on commence depuis 2016 quand même, il y a un pasteur nigérian qui a soutenu que la nation camerounaise a été vendue au diable il y a longtemps par un groupe de personnes. Et le véritable problème, ce n'est pas la crise anglophone, mais une forteresse satanique qui veut boire du sang. Là, j'entre directement dans l'analyse religieuse. Ça veut dire quoi? Quand vous écoutez ça, vous comprenez pourquoi est-ce que la All Anglophone Conference n'a pas eu lieu? Non, la conférence générale des anglophones. La anglophone conférence avait eu lieu. La conférence générale des anglophones n'a pas eu lieu, celle impulsée par le cardinal Toumi. Elle n'a pas eu lieu. Et pourtant, ça allait être une occasion pour les belligérants, les anglophones qui sont pour le fédéralisme, ceux qui sont pour la sécession et autres, de s'asseoir et de discuter de comment est-ce qu'on peut trouver un juste milieu avant de s'associer encore avec la République pour en discuter. C'était pas quelque chose de fâcheux, c'était pas quelque chose de méchant. Il y avait bien les personnes qui tenaient cette conférence-là étaient des personnes connues. Il allait avoir les chefs traditionnels, les hommes, les religieux et autres hommes politiques qui sont censés parler de cette affaire, mais elle n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que l'État a trouvé que ce serait, je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas ce que je veux dire, ce serait comme accepter qu'il existe une crise anglophone que de laisser les anglophones eux-mêmes discuter d'abord de ce qu'ils veulent et de trouver un point d'entente, parce que c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension, même au sein de ces
de ces anglophones-là. Il y a plusieurs sons discordants. Pourtant, le début de résolution, c'est de débattre en interne. Pourtant, le but de cette résolution était de débattre en interne. Il y a que le cardinal Christian Toumi, par rapport même à ça, Ibrahim Mouché avait déjà prévu que le gouvernement camerounais ne peut pas admettre qu'il y ait un dialogue, une conférence générale anglophone, justement, parce qu'il se dit que les armes se vendent et que la guerre, ça rend riche. Du coup, il est inadmissible que quelqu'un accepte que la guerre finisse. Au contraire, on devait amener les gens, les uns et les autres, à s'entretuer comme ça pour que les armes continuent de circuler. C'est pourquoi vous voyez que depuis le début, l'État du Cameroun, le gouvernement camerounais agit toujours en va-t-en-guerre. Maintenant, il y a même une autre médiation qui a été proposée par les anciens chefs d'État africains qui se sont assis et qui ont dit que non, il est temps qu'on s'intéresse aussi au cas du Cameroun. Et plusieurs fois, ils ont appelé Yaoundé n'a pas pris le téléphone. Pourtant, leur proposition était claire. C'est Thabo Mbeki. Voilà, Thabo Mbeki a appelé plusieurs fois Yaoundé et personne n'a décroché. Pourtant, les propositions étaient claires et ça allait faire l'unanimité parce que d'un côté, il y a des gens qui disent qu'on ne veut pas que l'État du Cameroun gère cette question parce qu'ils vont gérer cela en tant que partie prenante. Et pourtant, ils ne vont pas laisser les gens gérer de manière objective. C'est pourquoi il fallait une médiation. Mais avec le grand dialogue national qu'on a eu, on a bien compris que ce n'était pas inclusif. Très bien. Comment est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui, Dominique Audrey, le silence, va-t-on dire, de l'Église catholique, si vous voulez, qui d'ailleurs en même temps est un poids énorme, malgré les sorties du cardinal Christian Toumi, qui aujourd'hui appelle le fédéralisme. L'Église aussi a son rôle à jouer, a sa part des responsabilités, mais on la sent presque pas. L'Église, je crois qu'elle est représentée par le cardinal Toumi. Je crois que les prêtres, l'Église catholique représentée par les différents prélats qu'on a ont pris position par rapport à ça. Donc on ne peut véritablement pas dire que l'Église catholique est restée silencieuse. Dans la mesure du possible, ils ont fait des sorties, ils ont fait des sorties, ils ont donné leur position. Donc, mais est-ce que donner la position suffit? Est-ce que l'Église ne peut pas également être un acteur majeur pour la résolution de la crise? Il faudrait qu'on leur donne la latitude de le faire. Jusqu'ici, ils n'ont pas eu la possibilité de le faire. Donc, malheureusement, à ce niveau, l'Église catholique ne peut rien. Moi, j'aimerais plutôt m'intéresser aux partis politiques, au rôle à eux jouer en dehors des dénonciations sur les plateaux de télévision. La crise commence il y a sensiblement 4 ans et aujourd'hui, le compte fait état de sensiblement 3000 morts déjà. Et le cas le plus fraglant, le plus grave, le plus sanglant, c'est celui de Kumba qu'on a vécu récemment. À ce moment-là, on se serait attendu à ce qu'on oublie tout ce qui pouvait les dissocier, ces différents partis politiques, que ceux-là s'unissent d'une voix et exigent une résolution pacifique de la crise anglophone. Mais malheureusement, non, ils n'ont pas pu s'unir parce qu'on est obligé de se rendre compte que la Suisse, les États-Unis et peut-être l'Allemagne, jusqu'ici, rien ne pourra donner parce que pour que l'Allemagne puisse avoir, qu'on puisse prêter l'oreille à ce que l'Allemagne va dire pour la résolution de cette crise, il faudrait qu'un certain nombre de préalables soient déjà retenus, soit mis ensemble pour que ça marche. Donc jusqu'ici, il n'y a pas de chance que ça fonctionne avec l'Allemagne. Maintenant, on est obligé de revenir en interne entre nous pour pouvoir gérer ce problème-là. Et les personnes les mieux autorisées, les personnes qui ont la voix, qui peut porter suffisamment haut, ce sont les hommes politiques, au travers des députés, des présidents de partis et tout ça. Ce sont les personnes qui auraient pu... Des hommes politiques au moment où, d'ailleurs, vous parlez des députés, vous avez d'affaires, le trait d'union avec les députés, on s'en souvient qu'il y a 2 ans, pratiquement par là, où le SDF a bloqué toute une session à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse introduire la question de la résolution de la crise anglophone dans les débats, ce qui n'a pas été validé. Ils ont été humiliés, mais rejetés. On voit encore ces vidéogrammes qui circulent sur les réseaux sociaux depuis pratiquement 48 heures. Pour s'en moquer d'ailleurs. Ça ne devait pas être simplement peser de leur poids. Oui, ça ne devait simplement pas être le cas du SDF. On aurait dû avoir tous les partis politiques. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils auraient dû se départir de leurs différentes orientations pour pouvoir faire camp en face des gouvernants pour leur dire arrêtez cela. Parce qu'on est en train de continuer, ça continue de s'enliser et les gens continuent de mourir. Que ce soit les civils, les séparatistes et même les forces de l'ordre, on perd de tous les côtés. Donc on se serait attendu, du moins je crois fermement que la solution peut venir en interne et elle peut venir de ces hommes politiques qui bénéficient encore de la confiance des populations. Donc ce sont ces personnes-là qui sont à même de faire quelque chose.
Une flopée bien sûr d'idées, madame, messieurs, ensemble, nous tentons de comprendre avec des analyses qu'est-ce qui peut être le sujet à une réelle médiation allemande au Cameroun aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Allemagne peut apporter comme résolution de la crise anglophone aujourd'hui au Cameroun? Les Camerounais sont-ils prêts à regarder ce médiateur comme étant un médiateur crédible ou pas? Qu'est-ce qu'il faut justement mettre dans le mot médiation, le contenu de cette médiation? Où est-ce que ceci peut se tenir, en terre camerounaise ou étrangère? Quel regard vous y jetez en tant que Camerounais? On en reparle dans un instant. Restez des nôtres sur Equinox Télévision. Bon retour mesdames et messieurs, merci de rester sur Equinox Télévision, gardez le cap. C'est important bien évidemment de le faire. Nous avons choisi, vous servir tous les jours de votre vie à travers des informations bien recoupées, bien repensées, mais surtout vous permettre de mieux comprendre le Cameroun d'aujourd'hui et les projections qu'on peut faire avec l'avenir. Qu'est-ce qui se passe véritablement aujourd'hui avec les avocats au Cameroun? Nous sommes le lundi 7 décembre 2020. Ont-ils continué leur mouvement de... on va dire de grève, si on peut le dire ainsi, de suspension de la robe. Où en sont-ils véritablement aujourd'hui? Quelle appréciation peut-on lire de l'attitude, si vous voulez, du ministre de la Justice, garde des Sceaux aujourd'hui, qui à travers une sortie a tensé ces derniers, notamment les avocats. Comment ceux-ci réagissent-ils? Continuent-ils ce mouvement? Est-ce que les avocats d'ici le 11 décembre vont revenir dans les tribunaux? Qu'est-ce qu'ils disent justement de la situation des plaintes camerounais qui sont des justiciables et qui ont des procès en justice aujourd'hui? Ils continuent, ils disent qu'ils vont poursuivre si rien n'est fait en ce qui concerne les violences perpétrées sur ces derniers au quotidien. Le ministre Laurent Esso, lui aussi, a fait une sortie et est revenu sur ce qui s'est passé exactement le 10 novembre dernier au tribunal de première instance ici à Douala, à Bonanjo, et a fait d'ailleurs sa copie, d'ailleurs tense bien évidemment ses avocats. Et nous vous le disions justement d'entrée de jeu qu'en ce qui concerne le SDF aujourd'hui, le SDF connaît quelques... on va dire quelques éléments perturbateurs au sein de la formation politique. D'aucuns ont choisi le 6 décembre dernier d'aller voter alors que le parti s'était retiré de cette course dans les régionales. Demandons à ce qu'on puisse revenir à une paix dans les régions anglophones, mais surtout que l'on retrouve un code électoral consensuel. Qu'est-ce qu'ils vont mériter ces derniers pour avoir choisi d'aller voter alors que le SDF n'était pas dans la course. Et Charles a même battu dans sa colère à un moment, nous parlait, vous le savez madame, messieurs, de cette médiation allemande, cette possible médiation allemande. Quelle analyse peut-on en faire aujourd'hui? Et Charles Hamel, je vous renvoie peut-être la question de façon simpliste. Est-ce qu'on peut croire à cette médiation? Oui. Si oui, une médiation, une bonne, peut-on l'espérer au Cameroun? Avec qui comme acteur? Alors, monsieur Michel Ngachou, il faut dire que lorsque deux enfants bagarrent dans la maison, il y a un qui va avoir la supériorité physique en assénant des coups à l'autre, et à l'autre qui se sentant menacé n'aura que sa voix pour crier, appeler au secours avec des cris demandant de l'aide. Au moment de l'arrivée du médiateur, ou bien comment on va dire ça, de celui qui va venir séparer la bagarre, il va devoir poser un ensemble de questions, discuter, et il faudrait qu'il y ait des excuses qui soient présentées, soit par les deux camps, soit avant qu'on parle de l'apaisement. Sauf que, dans ce que nous vivons au Cameroun, monsieur Michel, c'est d'abord le problème entre deux enfants. Deux enfants, ce n'est pas des étrangers, c'est des Camerounais qui depuis longtemps posent des revendications, et des revendications qui datent bien avant 1960, M. Michel Ngachou, l'arbitrage, 1961, autant pour moi, l'arbitrage de l'ONU, comme l'a dit tout à l'heure Bonbon. Sauf que ils ont passé le temps à se plaindre, passé le temps à poser des requêtes, passé le temps à poser des doléances qui sont passées pour un temps un peu dans le bureau ou devant les yeux des aveugles, des sourds-muets, des insensibles. Rappelons-nous de cette phrase de John Guffontia qui avait dit « Comme vous refusez de nous écouter,
Un jour viendra où vous allez nous entendre. Ce n'est pas moi, c'est John Goufontia. Et je parle là sur le contrôle de Bambok. C'est John Goufontia qui avait dit, quand vous refusez de nous écouter, un jour vous allez nous entendre. Et c'était juste après sa démission littérale du RDPC, sa démission complète, on va le dire, des actions, des affaires politiques, là où c'est dit, vous nous avez trompés. Donc, regardez déjà ce passif de revendication, ce passif de requête, ce passif. Donc, en termes de documents, celui qui se plaît a pris la peine d'amasser un ensemble de choses où il s'est dit, aujourd'hui que vous avez refusé de nous écouter, et bientôt le monde va nous entendre. Ils ont trouvé des voix qui étaient les leurs. Est-ce que donc, le Cameroun est prêt à discuter? Je vous dirais non, monsieur Michel Ngachou. Je vous dirais non. Le Cameroun, entre Camerounais, non, on n'est pas prêt à discuter parce que quand je dis prêt, il faudrait qu'on définisse les termes de la discussion. Il ne faudrait pas qu'on pense en lieu et place de l'autre. Il ne faudrait pas qu'on dise, bon, vous avez réclamé que vous voulez si, bon, on libère, on va au niveau de la, comment on libère. vous avez dit que vous voulez avoir une autonomie, on crée la Chief House, on crée la House of Chief, on crée un, bon, vous avez dit que vous voulez. Donc vous voyez, on est en train de donner des éléments. On donne le bonbon à un enfant qui pleure. Quand aura-t-il le temps, monsieur Michel Ngachou, de sécher les larmes qui vont se mélanger au goût du bonbon et de percevoir ce bonbon? Donc voilà un peu ce dont on a en face. Le Cameroun, forcément, n'est pas prêt. Sinon, le gouvernement camerounais aurait dit, d'accord, comme les anglophones, vous voulez un débat, on vous permet de discuter tel qu'initié par le cardinal Christian Toumi. Il devait s'asseoir entre anglophones, M. Michel Ngachou, discuter, définir les termes de leurs revendications, bagarrer d'abord entre eux pour trouver même la forme de ce qu'ils voudraient, et maintenant soumettre en disant, ok, on a discuté entre nous, nous sommes désormais une seule voix, on dit non à la sécession, on dit non à ça, mais voici ce que nous présentons comme domaine. À peine l'idée a-t-il été présentée que les torpilles ont commencé à venir, des acteurs même du RDPC, qui sont allés à dire que voici le cardinal opposant, voici le pasteur. Mais qu'est-ce qui a empêché justement, parce qu'au-delà du refus du gouvernement à ce qu'il puisse avoir cette organisation initiée par le cardinal Christian Toumi, mais qu'est-ce qui a pu empêcher que les frères camerounais d'expression anglaise s'asseyent et repensent et pensent justement à dire nous sommes d'accord de nous asseoir. Quand les cérémonies ne sont pas autorisées, vous vous rappelez que le feu maire Kema était sorti jusqu'à interdire en disant que ça ne peut pas se passer dans sa ville. Mais ils se sont levés, les acteurs politiques pour dire que du RDPC se sont levés pour dire non, non et non, cela ne se tiendra. Vous avez eu la Suisse qui a essayé de vouloir lancer. On a trouvé que la Suisse était le terreau fertile où le chef de l'État allait se reposer. La Suisse ne pouvait pas, engager. Il y a eu tellement de torpillage. Donc vous vous rendez compte que des deux camps, on ne parvient pas à s'asseoir. Nous avons d'un côté ceux les camps des rebelles, excusez-moi, ou des revendicateurs. Des sécessionnistes. Non, j'ai pas envie des revendicateurs. Voilà l'expression, le camp des revendicateurs qui estimait que si vous voulez qu'on s'asseye pour discuter, nous sommes prêts à discuter, mais en terrain neutre, pas au Cameroun, on retrouve un endroit, on choisit un pays qui va nous abriter, tous nous débarquons là-bas, un pays qui respecte les droits de l'homme. Non, un pays qui respecte les droits de l'homme, nous voulons nous asseoir, nous allons débattre si vous êtes d'accord, on est prêt. Mais le gouvernement dit jamais, nous on ne peut pas venir débattre. Donc vous voyez qu'il y a un jeu qui est en train de se jouer. Et aujourd'hui on nous dit, voici après l'appel du Congrès, après l'appel de l'Union africaine, après l'appel de la CIA, après l'appel de l'Union européenne, l'appel M. Michel Ngachou, j'ai parlé du Congrès américain, de la Suisse, du Canada. Mais vous vous rendez compte que tellement de personnes, les anciens chefs d'État, tellement de personnes ont voulu poser un acte, tellement de personnes se sont proposées pour dire allons arranger ce problème. Le chef de l'État est sorti et indiqué que c'est un problème camerounais qui va et qui doit être réglé par les Camerounais. Nous sommes d'accord. Seulement que le grand dialogue national qui a été initié pour résoudre la question de cette crise anglophone, jusqu'à présent, on ne trouve pas un dénouement sérieux. À vous entendre parler, Charles Hamel, on peut être fataliste, et même d'ailleurs en se disant, au final, s'il y a des apports étrangers en vue de sortir de la crise véritablement, et que ceci soit verrouillé, bloqué, c'est dire que à qui mieux. Mais monsieur Michel Ngachou, quand vous vous rendez compte que les différents États
ont amené le Cameroun à être dos au mur. Je prends par exemple le gouvernement américain qui a commencé par le retrait de l'aide militaire au Cameroun, la réduction de l'assistance en matière de sécurité, la fin des préférences commerciales données au pays dans le cadre de la GOA, M. Michel Ngachou, et la demande d'une enquête indépendante sur le massacre de Ngabo. Quand vous voyez ces pays qui prennent des résolutions, mettre le Cameroun dos au mur, histoire de le pousser à un dialogue, mais vous avez des personnes qui, dès qu'on a pris ces décisions, sont sorties et ont dit sur les plateaux de télévision que ça représentait quoi? Le Cameroun se porte bien, l'indice de croissance, le PIB. On a commencé à vous vanter un ensemble de choses où vous vous rendez compte, la situation est statu quo. Vous avez vu par exemple ces 4 jours, M. Michel Ngachou, c'était les rues désertes, des rues fantômes, Kumba, Limbe, partout, c'était des rues fantômes, interdiction formelle de pouvoir sortir. Donc vous vous rendez compte qu'il faut absolument qu'il y ait un débat. Est-ce que l'Allemagne pourra s'en sortir? Moi, je rejoins Bambok en disant oui, parce que les meilleures cartes, la meilleure cartographie du Cameroun jusqu'à l'heure actuelle se retrouve conservée en Allemagne et plus précisément au musée de Tervuren. On peut ressortir ces différentes cartographies en disant quelle était la présentation du Cameroun à cette époque, avec des différentes appellations, et on part sur cette base pour discuter. On va revoir le référendum de 72, on va revoir la carte justement avec le Nigeria aujourd'hui, la question de Bakassi va se reposer à nouveau, la question justement Monsieur Michel Ngachou, ça va reposer même la question de la véritable superficie du Cameroun, mais étant donné qu'on est là qu'à résoudre le problème de la crise, je crois qu'on va véritablement pencher sur la question de la crise et amener les différentes personnes à pouvoir faire table. Karine Santia voudrait apporter une précision. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement camerounais de faire le dialogue? Parce que rendez-vous bien compte que les États-Unis, la Grande-Bretagne ont aidé la France dans la Deuxième Guerre mondiale contre l'Allemagne. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, la France a tout fait pour nouer des liens avec l'Allemagne. Comment ils ont fait? Quelqu'un qui vous a tué, vous a mitraillé hier. Aujourd'hui, vous faites tout pour être amis aujourd'hui. Dans l'Union européenne, l'Allemagne ne marche pas sans la France aujourd'hui. Mais pourquoi? C'est la France qui a voulu. Voilà. Qui est allé chercher l'Allemagne. Voilà. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement camerounais aujourd'hui de tout faire pour que ces combattants ou alors ces revendicateurs-là s'assiedent avec eux sur une table pour parler? C'est parler, c'est la parole qui va libérer. Parce que si on pense qu'il suffira des armes, nous voyons tous ce que les armes font. Ça tue les innocents, les gens qui n'ont jamais marché, les gens qui n'ont jamais rien réclamé, tous ceux qui voulaient seulement manger, et ça les tue à petit feu. Et on fait de ça des dégâts, des victimes collatérales d'une guerre. Pourtant, il s'agit d'une guerre entre des personnes de la même mère. Vous voyez ce qui se passe. Et aujourd'hui, vous avez quand même eu au sein du gouvernement camerounais des personnes qui ont contribué à accentuer cette guerre. Le MINAC nous a dit dès le départ qu'il n'y a pas de crise anglophone. Qu'il n'y a pas de problème anglophone. Qu'il n'y a pas de problème anglophone. Après, il s'est avéré qu'en fait, il y a un vrai problème anglophone. On dit que grand dialogue national, il dit qu'on va parler de tout. Sauf de la forme de l'État. On a parlé, on a dit décentralisation, on a fait la décentralisation. Lui-même, il est d'accord que ça a bien marché. Mais sur le terrain, qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'on va donner 5 ans à cette décentralisation, qu'est-ce que ça va apporter? Mais après 24 ans, regardez bien comment est-ce que tout cela a été déroulé depuis le début. Vous dites bien que le président de la République, lorsqu'il était arrivé, il était rentré d'un voyage, il quittait d'un voyage à l'étranger, il a déclaré la guerre contre les sécessionnistes. Jusqu'aujourd'hui, on est toujours dans cette guerre. Il faut que la guerre là qu'il avait déclarée là, ils disent que ok, on cesse le feu. Maintenant on peut négocier. Parce qu'on ne veut pas négocier alors qu'on n'a pas encore arrêté les coups de feu. On ne peut, oui. C'est pas possible. Ce que les observateurs proposent notamment, c'est qu'il y ait d'abord un cessez-le-feu. Qu'il soit bilatéral ou unilatéral, il faut d'abord un cessez-le-feu. Après le cessez-le-feu maintenant, les différents acteurs dans cette crise-là pourront s'asseoir et de négocier d'un pacte qui pourra unir les deux Cameroun et empêcher qu'on continue à se tuer de la sorte. Question évidente aujourd'hui, madame, monsieur, le regard que vous portez sur le Cameroun, quelle est votre appréciation à la colère exprimée ce matin? Que dites-vous justement de cette médiation
ou l'ensemble des médiations qui ont cours pour la sortie de crise dans les zones anglophones du Cameroun aujourd'hui. Et comment appréciez-vous d'ailleurs l'action des personnes comme le Kazna Christian Toumi, même Bonbon Benga sur le plateau, à un moment donné, qui a été convié à donner son sentiment et surtout sa proposition pour une sortie de crise. Bon, vous étiez quand même, il y a quelques temps, de ce côté-là. Est-ce qu'on commence à filtrer aujourd'hui ce que vous avez proposé en tant que Camerounais pour qu'on puisse sortir de la crise? La question elle est bien posée, je suppose. Oui, mais absolument. Absolument. Nous avons d'abord mis le président de la République au devant de la scène. Il a la solution en main. Oui. C'est lui qui avait négocié en 1979. Il a des accords qui reconnaissent que le Cameroun oriental, le Cameroun francophone veut phagocyter le Cameroun anglophone. Et dans ces négociations de 1979, il fallait donc revenir sur des termes précis. Par exemple, réhabiliter les lycées techniques, parce que les lycées bilingues. J'entends souvent parler du lycée bilingue de Moliko. Pourquoi Moliko? Non, c'est le Manouarbe. Ça, c'est le lycée bilingue de Manouarbe. On a transformé là-bas. Mais bon, pas de problème. C'est donc, lui. Réhabiliter d'abord les lycées bilingues. Oui, parce que vous avez vu lui-même. La promotion du bilinguisme. Tout à fait. Parce que les deux langues doivent être utilisées d'égale valeur. Oui. D'égale valeur, ça veut dire que vous sortez un livre en français, on vous donne 30 jours pour le traduire en anglais et vice-versa. Donc il faut que ce soit un film en anglais, 30 jours après, on doit avoir la version française de ce même film. Et vous avez vu comment le gouvernement a eu l'embarras quand il a lancé le recrutement de 1000 enseignants bilingues dans le domaine des sciences et techniques. Il n'a pas pu. Il n'en avait pas. Or, c'est le président Biya, en tant que Premier ministre, qui a inauguré le lycée bilingue de Yaoundé, le lycée bilingue d'application de Yaoundé en 1979. Bon, où est donc partie la politique du bilinguisme? On lui a demandé d'actionner cela. Ça participe de ce qu'on appelle la gestion de l'héritage colonial que nous avons. C'est ce que Chalamel appuyait tout à l'heure. Les Nations Unies ont dit, on vous donne cet espace, 475 000 km². Mais ils viennent mettre un désordre dedans. La résolution 1608 du 21 avril 1961 dit clairement, le Northern Cameroun acquiert son indépendance en se rattachant au Nigeria et il constituera une province autonome. Le Southern Cameroun acquiert son indépendance en se rattachant à la République du Cameroun. Les deux verront ensemble les conditions de leur cohabitation. C'est pas possible cette histoire. Donc, pourquoi vous voyez, c'est pas possible, Bonbon? Non, je veux dire que quand les Nations Unies, quand l'Organisation des Nations Unies sort une telle résolution, c'est nous mettre en conflit. Oui, je vous relance là-dessus. Sur cette résolution précisément, qu'est-ce qui vous fait dire que les Camerounais ne peuvent pas s'asseoir entre Camerounais du Northern et du Southern, s'asseoir et dire on veut résoudre justement ces questions en camerounais? Pourquoi être pessimiste, Bonbon? Pessimiste parce que non, on n'est pas seulement pessimiste. On dit que le président Paul Biya et son régime refusent. C'est ça le but du pessimisme. Il refuse. Et il refuse pourquoi? Il refuse parce que la France ne trouve pas son intérêt à le faire. Donc le président Paul Biya et son gouvernement préservent le comptoir colonial. Absolument. Voilà. Absolument. Dans l'optique de phagocyter les anglophones. Et comme les anglophones ne veulent donc pas, chaque fois ils ressortent les résolutions des Nations Unies et les différentes pétitions qu'ils ont déposées là-bas, ça devient un problème. Alors, maintenant, au lieu donc d'aller à dose homéopathique, au moins le bilinguisme, au moins un certain nombre de choses, au moins imaginez qu'un anglophone peut être président de la République. Parce que là aussi, sur le plan mental, regardez ce qu'on disait, pourquoi la candidature même de Froundi avait prospéré. Parce que en 90, vous disait, si le président de l'Assemblée nationale est du Grand Nord, le président et le Premier ministre est un anglophone. Si le Premier ministre est du Grand Nord, le président de l'Assemblée nationale est un anglophone. Bon, quelle est donc la formule si un anglophone est président de la République? Ça, on n'envisageait pas. On n'envisageait jamais cette formule-là. Et maintenant, il faut l'envisager. Donc, cette formule-là, c'est un anglophone à la tête qui peut ramener la résolution, justement, dans la crise anglophone. Absolument. Donc, il faut pour les Camerounais aujourd'hui un président anglophone.
Oui, absolument. Mais non, je pose la Mais question après bêtement. avoir taré, parce Pourquoi que le peuple camerounais, je parle des 24 millions de Camerounais qui nous regardent ce matin, pour ceux qui nous regardent, pourquoi ce peuple aussi amorphe? non, le peuple ne sait pas. Parce qu'il y a eu, en 61, il y a eu des choses que le peuple ne sait pas. Par exemple, si on était venu normalement, celui qui aurait pris le commandement de l'armée au Cameroun, c'est Titus Mabongé. Il était commandant alors que Semengue était lieutenant. Mais comment se fait-il que Semengue devienne le premier général? Il y a un problème qui a suscité auprès de la communauté. Titus Mabongé, vous dites bien. Oui, Malongue. Malongue. Titus Malongue. Titus Malongue. Oui, tout à fait. C'était l'officier le plus ancien au grade le plus élevé. Ouais. Lorsqu'on est à la réunification. 1974, on crée la Société nationale d'électricité du Cameroun. On oublie Powacam. Powacam, c'était l'entreprise qui donnait l'énergie électrique chez les anglophones. On l'oublie. On va l'intégrer plus tard, 10 ans plus tard, d'abord dans des conditions tumultueuses. Lorsque M. Niat est en prison, après les événements de coup d'État de 84, c'est là où on vient, on amène un certain Bobda. Et on a compris après que c'était en fait pour tuer Powacam et les velléités, parce qu'on crée même l'export de Limbé. Et l'export pour galvaniser le football. Maintenant, quand l'export commence à prendre, on tue. Vous savez, c'est là où j'ai appris comment les entraîneurs font souvent pour faire perdre les équipes. On surcharge les joueurs. Oui. C'est-à-dire, on vous met un entraînement physique exagéré, de telle manière que le jour du match, vous êtes fatigué. Et je ne vous dirai pas le nom de cet entraîneur parce que c'est lui-même qui me l'a dit. Il est décédé aujourd'hui. Mais il m'a dit, mais non, c'était un plan pour que l'export de Limbé n'émerge plus. Voilà. Et il y avait donc le port en eau profonde de Victoria, que vous appelez Limbé. Qui devait naître. Voilà, qui devait. Ouais. Pourquoi donc enlever ces projets? Il y avait... Ce port en eau profonde allait dans le prolongement de l'extension de la modernisation de la Sonara. Mais on a préféré faire un pipeline qui prend le pétrole dans le sud-ouest, l'amener à Douala. Voilà des choses qui, ma foi, énervent. Donc, il faudrait donc dire aux anglophones que non, mon frère, bon, ça a été fait, ça va, on a compris, ce n'était pas. Maintenant, on fait comment? On s'assoit, on regarde ensemble, on leur dit, parce que les anglophones disaient, nous voulons que le gouverneur soit élu chez nous. Nous ne voulons pas les gendarmes parce que le système anglo-saxon ne connaît pas les gendarmes. Nous connaissons les militaires et les policiers. Voilà l'administration, le indirect role que les Britanniques nous ont habitués. Donc, on les laisse avec leur indirect role. Pourquoi on intègre le système anglophone ici et on ne veut donc pas intégrer l'autre variante administrative? Ce que vous dites est très intéressant, Bombengan. D'ailleurs, nous, on va regarder... peut-être je vais vous demander de regarder la caméra et d'envoyer justement ce message à nos frères d'expression anglaise qui aujourd'hui sont certainement pour beaucoup dans un conflit. Vous avez fait des propositions ce matin sur ce plateau pour qu'on puisse en sortir véritablement. Vous y croyez à une médiation camerounaise pour pouvoir en sortir. Vous dites justement à ces frères, continuez à revendiquer ce que vous revendiquez ou bien faisons chorus ensemble. Faisons chorus ensemble. Je leur demande de clarifier auprès de leurs frères francophones pour que la revendication monte et gagne en valeur. Parce que ce n'est pas... C'est un problème Cameroun. Le problème est le problème Cameroun. Oui. Et à l'intérieur de ce problème Cameroun, il y a la question anglophone. Très bien. Merci beaucoup, Bombengan. Et madame, messieurs, nous vous remercions, vous également, qui nous regardez ce matin à Bamenda, à Bouéa, puisqu'en même temps, vous êtes nos frères et nos sœurs. N'oubliez pas, parce que vous pleurez, nous aussi nous pleurons. Et Bombengan vous l'a très bien dit, il faudrait peut-être revoir d'autres formules de revendication afin que vos voix puissent véritablement porter. Mais ce que nous souhaitons, c'est que le sang ne coule plus. Parce qu'à chaque fois que le sang coule, on se sent nous aussi blessés. Et surtout que la France, connue de tous aujourd'hui, donc chaque Camerounais peut identifier l'ennemi, que l'on sache justement que c'est l'ennemi. Et l'ennemi justement est connu aujourd'hui parce qu'il joue les troubles faits et aucun avantage à lui donner dans la résolution de cette crise, que les Camerounais, de l'intérieur comme de l'extérieur, fassent tout pour pouvoir l'extirper, le mettre hors d'état de nuire et résoudre cette crise. On peut en rire, que les Camerounais ont quelle force, mais la force nous l'avons, ne l'oubliez jamais. Les messages, Karine Santia.
Un patron qui écoute, ça c'est par rapport à l'histoire du jour, un patron qui écoute toujours et ne punit pas ce type de personne est en réalité lui-même quelqu'un qui aime entretenir ce climat infernal. C'est un irresponsable pour lui. Pour contrôler ses employés et avoir la maîtrise de son entreprise, il opte pour la stratégie de diviser pour mieux régner, édite Francine Chekina. Les entreprises doivent avoir une culture, une formation en Afrique et spécialement au Cameroun. L'évaluation soft skills doit être un des fondamentaux dans le processus de recrutement. Tu peux avoir les compétences, mais pourrir l'environnement interne de l'entreprise et ça aura toujours un impact sur le résultat. Thierry Tamko. Un bon patron normal, c'est celui qui accepte la critique dans le bon sens et non plutôt le Congo ça chez moi. Si tu fais le Congo ça, tu es dehors, pas tout en que. Un autre message. Moi, j'isole ce genre de collègues et les ignore. On ne se dit que le minimum laboral. Je ne vais jamais au boulot me faire les amis. Déjà que dans la vie réelle, je n'en ai pas beaucoup. Un autre message par rapport à la colère. Désolé, monsieur Thabo Mbeki. Yaoundé décroche seulement quand c'est monsieur Macron qui appelle. Jobé Ambeki écrit. Un autre message, pour être plus précis, ce n'est pas l'ONU qui ne veut pas régler le problème anglophone, mais l'influence de la France à l'ONU est si grande que cette organisation ne peut rien faire qui aille à l'encontre de ses intérêts. À l'ONU, après les États-Unis, c'est la France qui domine, comme quoi cette organisation ne peut résoudre aucun problème hors de l'Europe et de l'Amérique. Donc l'ONU ne peut nous servir en rien. À rien. Elle a refusé justement par la pression de la France. Or, la même ONU accepte que De Gaulle, que disait Karine tout à l'heure, De Gaulle prend l'argent des Américains. Ce qu'on appelle le plan Marshall. Mais il dit aux Américains que non, mes frères, vous m'avez aidé, merci. Moi, je m'associe avec l'Allemagne. Je n'entre même pas à l'OTAN. Donc, je ne peux pas. Si l'Allemagne n'est pas là, je ne peux pas construire l'Europe. Et on a laissé à De Gaulle la possibilité de le faire. Mais pour nous autres, on vous dit non, vous n'avez pas le droit de prendre vos positions qui affirment votre identité propre. À quand la liberté de ce peuple, mon Mengane? Parce qu'on vous entend parler, c'est ahurissant, c'est choquant, c'est énervant. On se dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour se libérer de cette France qui est permisseuse? Le président Bouteflika, à l'époque, la France n'avait pas de relations diplomatiques avec l'Algérie. Des années 65, il était ministre des Affaires étrangères. Il y a eu un conflit entre la France et l'Algérie. La France et l'Algérie, il rentrait d'une session d'Assemblée générale des Nations Unies. Il est reçu par le général de Gaulle. Au sorti, les journalistes français lui posent la question. Qu'avez-vous parlé avec le général de Gaulle? Il dit, non, nous n'avons rien parlé. On dit, mais on est six. On nous a dit que les Algériens ont expulsé les Français d'Algérie parce que la France a expulsé les Algériens de France. On dit que non. Je vous dis que la France ne peut pas expulser les Algériens de France parce que la France sait que l'Algérie sait faire la guerre. Donc, il faut qu'on fasse la guerre. Quand on sait faire la guerre, tout le monde s'aligne. Tout le monde s'aligne. Donc, nous, c'est ça notre problème. Quand nous parlons souvent de l'occidentalisation, nous sommes restés avec les coopérants jusqu'au dans nos lycées en 90. Et est-ce que ces coopérants sont partis de notre armée? Là, je n'en sais rien, c'est la grande muette. Donc, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment-là? Et la proposition que nous avons faite lorsque l'Union africaine naissait, je faisais partie de ces membres-là, il y a 3 sont déjà décédés, professeur Tadadieu, Mokoko Priso et Samuel Makit, les autres restent, je ne les citerai pas. Nous avons demandé à Kadhafi et à Laurent Gbagbo, qui était à l'époque à l'opposition, à Alpha Roma Konaré et un certain nombre de choses, de faire 2 choses essentielles. La première, c'est d'avoir une armée panafricaine. Une armée panafricaine. Et deuxième chose, d'avoir une diplomatie commune. Et vous savez quand la réponse qui nous a été retournée? Non, l'Afrique doit aller bagarrer pour obtenir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. On leur a dit, l'Allemagne domine l'Europe. L'Allemagne n'a pas un siège de membre permanent au Conseil de sécurité.
bon, on a commencé à diviser les Africains, les Ouad commence à faire des choses et d'autres. Voilà ce qu'il nous faut. Après, l'autre réponse des bailleurs de fonds, c'est qu'on appelle nos amis, entre guillemets, ils ont dit, on va constituer une armée africaine. Je pense que le Cameroun avait d'ailleurs été choisi comme base logistique de cette armée panafricaine en construction. Donc, voilà comment ça a été raté. Il faut une armée panafricaine. L'Angola s'était d'ailleurs engagé et l'Angola faisait des pourparlers avec le Nigeria pour former l'armée africaine. Et il restait seulement à donner le quota de chaque pays pour cette armée panafricaine-là. Malheureusement, le procès du match. On reste bien évidemment focus sur l'avenir du continent africain et nous en profitons pour saluer tous ceux qui, à travers le continent, nous regardent ce matin, que vous soyez au Sénégal, que vous soyez en Côte d'Ivoire, à Lomé, au Togo, là-bas. Merci de nous rester présents. Nous saluons les Camerounais qui nous regardent également au Tchad, en Centrafrique, au Gabon, au Congo, en Guinée équatoriale, en Guinée-Conakry également. Nous vous saluons fièrement. Merci de garder le cap en regardant Equinox Télévision. Nous sommes au Cameroun basé et merci également pour cette confiance. Dans un instant, nous allons passer à la revue des réseaux sociaux, les éléments ou les sujets qui ont fait le tour de la toile ces 48 heures, étant donné que le week-end était assez chargé. Merci à vous, madame, messieurs, de trouver l'intérêt en restant de nos côtés. Karine Santi à la revue des réseaux sociaux. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, le premier sujet qui nous intéresse, c'est notamment les élections régionales qui ont eu lieu sur l'étendue du territoire national avec les grands électeurs, d'une part les conseillers municipaux et de l'autre côté le commandement traditionnel composé des chefs traditionnels de premier, deuxième et troisième degré. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il y a eu une grosse perte de vitesse du parti du PCRN qui en est sorti perdant, dans la Meufou Famba par exemple, où le PCRN s'en sort gagnant quand même avec une certaine progression. On a un département où il était parti pour être gagnant, particulièrement le Nyon-Ekele, où il avait 128 conseillers municipaux et il s'en sort avec 97 personnes qui ont voté et une régression sur 31 conseillers municipaux dans le Nyon-Ekele n'ont pas voté pour le PCRL. Qu'est-ce qui explique que vous ayez vos conseillers municipaux et que finalement ils ne votent pas pour vous? Alors, il y en a qui expliquent que c'est certainement parfois des transfuges du RDPC qui rejoignent l'opposition et puis au moment venu, ils réintègrent encore les idéologies de leur propre parti politique. Plusieurs partis de l'opposition, en dehors de l'UNDP et de l'UDC qui a remporté quand même dans le Noun, il y a que les partis de l'opposition sont sortis vraiment très pauvres en termes de conseils régionaux. Allez, le RDPC a fait la razzia, on le sait, c'était prévisible aujourd'hui. Le regard que les Camerounais peut-être devraient porter aujourd'hui sur l'entité RDPC et la conservation du pouvoir. N'oubliez pas ce document qui avait fuité et qui avait fait le tour de la toile aujourd'hui. Le constat est clair, le RDPC s'arroge pratiquement toutes les institutions du Cameroun, que ce soit le Parlement, que ce soit les conseillers régionaux aujourd'hui, départementaux et même le commandement traditionnel. Comment ne pas le dire, au niveau du Conseil constitutionnel, le RDPC s'en est approprié et tient d'une main de fer, bien évidemment, ce qui se passe. Le regard que vous aviez d'ailleurs porté sur ces régionales, Dominique Audrey, puisque vous en avez vous aussi vécu ces moments ce week-end, qu'est-ce que vous avez filtré pour nous ce matin? Enfin, à cette occasion et pour nous ce matin. Rien de particulier, si ce n'est que tout le monde savait à quoi s'attendre en allant à cette élection-là. Et je crois que le SDF avait annoncé qu'il ne participerait pas. Malheureusement, pour le PCRN, il faut s'attendre à ce genre de choses. Que à la dernière minute, les personnes avec lesquelles vous pensez pouvoir avancer font volte-face et vous trahissent. C'est une perte, mais maintenant, il va falloir travailler avec le peu que vous aurez. Même si ce n'est pas grand-chose, mais il va falloir faire avec. C'est une élection régionale, d'ailleurs, la toute première du genre en terre camerounaise aujourd'hui. Il y a des partis politiques qui n'étaient vraiment pas partants, notamment le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui avait choisi de faire savoir à l'opinion nationale et internationale qu'il ne prendra pas part à ces élections régionales pour une simple raison, même pour des simples raisons
Revenons à la mise en place d'un code électoral consensuel, mais surtout la résolution de la crise dans les régions anglophones aujourd'hui. Avant de penser à cette élection régionale, Charles Amel Bachou, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a quelque chose de serein qui va se dégager après avec ce qu'on appellerait vulgairement, je dis bien vulgairement, entre guillemets, la décentralisation telle que pensée par le gouvernement de Yaoundé? Monsieur Michel Ngachou, je peux vous dire que je suis sur les traces du cardinal Christian Toumi, dans ce sens que j'estime que la régionalisation, les régionales n'apporteront rien, n'apporteront véritablement rien au Cameroun, parce que on a provoqué, ou on a créé une sorte de saupoudrage, on a fait un saupoudrage, histoire de dire non, nous entrons dans la décentralisation, nous entrons. Quel sera le pouvoir d'un président des régions? Il pourra faire quoi quand il a encore au-dessus le gouverneur? Quand il a encore le gouverneur qui doit valider, ça ne servira à rien. Les chefs traditionnels qui sont allés, ils vont jouer le rôle de figurants. Ils vont juste jouer le rôle de figurants. Ils sont allés, je ne sais même pas s'ils ont lu les textes, monsieur Michel Ngachou, leur job description. Ils vont là juste comme des figurants, s'asseoir, applaudir, manger ce qu'ils peuvent avoir, et se rentrer, se coucher, et c'est tout, monsieur Michel Ngachou. Mais qu'est-ce qu'on peut faire justement pour amener ces chefs à prendre conscience en leur disant vous ne servirez à rien pendant ces régionales-là? Monsieur Michel Ngachou, vous savez, dans ce collège. C'est bon pour qui dit méfiez-vous d'un Chinois quand il rit. Quand le Chinois rit, méfiez-vous, vous cause avec vous, méfiez-vous de lui en ce moment, il est très dangereux. Vous savez, il y a quelque chose, lorsqu'on crée des lois, chez nous, on commence à, pendant qu'on crée des lois, on cherche des mesures, on trouve des contournements, on trouve des mesures de contournement. Vous avez un gouverneur, le président des régions, quand vous parcourez, il aura quel pouvoir? Il pourra faire quoi? Il va prendre, tout arrêter, il faudrait que le gouverneur encore revienne. Donc la centralisation, nous ne sommes pas sortis de la centralisation parce qu'on n'a pas encore fragilisé le système. Nous sommes en train de combattre avec les hommes. Nous discutons avec des hommes. Nous ne voyons que les hommes, alors que c'est le système. C'est le système qu'il faut fragiliser. C'est le système qu'il faut casser, monsieur Michel Ngachou. Et nous n'avons pas encore cassé le système. C'est impossible, Maman Bengan. Non, ce n'est pas impossible. Il faut d'abord qu'on s'entende sur ça, sur cette observation-là. C'est ce qu'on combat. Voilà, on combat quoi? C'est ce que Oumniobé disait en septembre 1957, lutte unie sur tous les fronts. Où est notre adversaire commun? Voilà. On s'organise comment pour le vaincre? Et là maintenant on reste. Mais nous on est dans les manœuvres. On ne connaît même pas qui est l'adversaire et la stratégie qu'on définit, qu'on met en place pour dompter cet adversaire-là. Qui ne connaît pas l'opposition? Par exemple, regardez ce que Charles Amel a dit là est très important. Lorsqu'on disait ici, Paul Biya signe un décret en 2008 où il renforce le pouvoir des autorités administratives. Il dit bien, parce que j'entends les gens dire des choses, je ne sais pas. Il dit, le gouverneur est le représentant du président de la République. Comment dire le président de l'État? Bon, je dis, il est le représentant du président de la République. Et dans les textes, en principe, c'est le président des régions qui va saisir le tribunal administratif lorsque le gouverneur va... Mais pourquoi on ne peut donc pas amener le gouverneur, lui, à saisir également le tribunal administratif? Et il contrôle, surtout en matière d'argent. Il doit veiller, la loi dit que... Mais ce n'est pas possible. Où se trouve donc la liberté? C'est pour ça qu'on vous dit que ce n'est pas la décentralisation, c'est la déconcentration. Donc, on a enlevé le pouvoir de Yaoundé, on le maintient toujours. Donc, l'exécutif restera primordial dans le titre. Comment vous dans les mêmes comptes avec le démembrement de l'État. Comment vous appréciez, Bengan, on va dire l'échec cuisant du PCRN dans une... Non, c'était prévisible. D'abord, dans l'Union Ekele, il a eu 20 qui ont voté l'UPC et vous savez bien qu'il a puisé beaucoup dans l'UPC pour arriver là. 20 ont voté l'UPC qui n'a aucun conseil, a eu 20 voix. C'est venu d'où? Venu des anciens tant qu'ils sont au PCRN et les autres ont voté sûrement qu'ils venaient du RDPC. Donc c'est ce que disait Dominique Audrey. C'est ça la politique aussi. Parce que lui, comment renverser ça s'ils sont politiques? Par exemple, dans le Mefou à Famba, on n'avait pas de conseiller, il a quand même eu des voix. Donc, dans le littoral, il a 4. Dans le Vouri, il avait 4, il a eu 6 votants. Bon, voilà. Maintenant, il faut qu'ils aient la culture politique pour pouvoir capitaliser cela.
Mais si c'était dans le cadre où nous, on entre dans les conseils régionaux pour changer de l'intérieur, on va vous broyer, cher ami. Et l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que le RDPC combat ses alliés politiques. Il dit, bon, vous venez au gouvernement, appliquer la politique définie par le chef de l'État, mais pour les élections, on va bagarrer. Et le MDR, l'UPC, l'UNDP, le FSNC, posez-leur la question, comment ils souffrent. Karine Santia, vous avez d'autres sujets pour nous? Un autre sujet, c'est notamment le budget de l'année 2021 qui fait beaucoup parler les internautes, justement parce que les montants qui ont été distribués ou encore retenus n'arrangent pas beaucoup de personnes. On va relever quelques-uns, mais surtout les plus élevés, et on va aussi relever les plus bas. On commence par le ministère des enseignements secondaires qui est à 388 milliards de francs CFA, le ministère de la Défense 248,5 milliards de francs CFA, le ministère de l'éducation de base 232,7 milliards de francs CFA, le ministère de l'eau et de l'énergie 228,4 milliards de francs CFA et le ministère de l'habitat et du développement urbain 124,8 milliards de francs CFA. Maintenant, les plus bas, le ministère des Affaires sociales, 10,5 milliards de francs CFA. Le ministère du tourisme, 9 milliards de francs CFA. Le ministère de la recherche scientifique et de l'innovation, 8,6 milliards de francs CFA. Le ministère de la femme, la promotion de la femme, ouais, la promotion de la femme, c'est 7,8 milliards de francs CFA. Le ministère du commerce, 7,4 milliards de francs CFA. Le ministère du travail et de la sécurité sociale, 5,4 milliards, et le ministère de la culture, 4 milliards de francs CFA. Maintenant, on s'intéresse sur la toile, à savoir qu'est-ce qu'on a déjà fait du budget de l'année dernière attribué à ces différents départements ministériels, sachant que le ministère de l'éducation, de l'enseignement secondaire et le ministère de l'éducation de base ont des ministères qui sont un peu plus bas que ceux de l'année dernière. C'est incroyable pour beaucoup de Camerounais aujourd'hui. Karine Santia, vous nous parlez du budget du ministère de la Culture qui est porté à 4 milliards de francs CFA. C'est le plus bas. Comment expliquer que le budget du ministère... Bon, c'est le plus bas, le plus élevé, c'est le ministère des enseignements secondaires. Alors, la culture, mais c'est quand même incroyable. Et le MINTP? Mais incroyable, comment? Quelqu'un définit la politique et vous dit que je n'attends rien de la culture. Je ne veux pas faire la promotion de la culture. Qu'est-ce qui vous gêne? Mais est-ce que les Camerounais comprennent justement Mais les Camerounais comprennent. Que l'on vote 4 milliards de francs CFA et qu'on attribue ceci au ministère de la Culture. Donc, pour la politique culturelle du Cameroun, annuellement parlant, on est porté sur 4 milliards. Et on sait que la culture ne s'arrête pas seulement au livre, ou à la musique, ou au cinéma, etc. Est-ce que c'est... Non, je cherche les mots pour comprendre ça. La Constitution dit que c'est le président de la République qui définit la politique de la nation. Le président de la République nous a toujours dit, depuis le jour où il a créé ce ministère, que ce ministère sera alimenté par les industries brassicoles et les églises. Alors, mais quand on voit là-bas, même en plein cœur, on dit que les bars ne doivent pas fermer. On sait que, alors, attendez, quand la répartition de droits d'auteur viendra, on va dire, telle entreprise brassicole a donné, telle. À peine on parle même des sociétés, comment vous appelez, de téléphonie. Mais c'est les bars, les ventes emportées, c'est... Non. Et les églises, c'est ça la promotion de la culture. Parce qu'on sait qu'il y a le Ngondo, il y a le Mbam-Ar, il y a le Ngon, il y a le fête de coq, il y a le Nyanyango. Et la dotation spéciale pour tous ces festivals connus, c'est 1 milliard. Vous voyez, donc dans ces 1 milliard, il faut d'abord enlever. Bon, parce qu'à un moment, on vous disait que c'est une dotation spéciale du chef de l'État. À un moment, on vous dit non, c'est le ministère de la Culture qui va sortir le 1 milliard. Là. Vous voyez comment c'est confondu. Donc, ne vous attendez pas à le développement des cinémas, de théâtre, ou même de bien là-bas nous parler de la bibliothèque nationale. Alors, la recherche scientifique est à 8, bon, on peut comprendre qu'ils ne cherchent rien depuis aussi. Non, mais c'est pas normal. Mais un pays doit se développer. Mais qu'est-ce qu'on y met, le budget? Les chercheurs se plaignent encore jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils estiment que la dotation ne vient pas. Il n'y a même pas d'argent. Eux aussi, quand ils vont seulement réparer la machine qui fabrique la chloroquine,
Voilà, mais Non, il faut... non, on va quand même pas dire que les chercheurs camerounais ne font rien. Il y a des chercheurs qui ont mis au point des luttes unies sur tous les fronts. Les chercheurs camerounais doivent amener leurs ministres à faire en sorte que les banques financent les recherches. Mais c'est quoi cette histoire où ils sont chercheurs, il y en a qui enseignent dans nos universités, ils attendent 3 mois pour leur dotation, sont obligés de faire grève. Mais à ce moment, il faut se battre. Il faut se dire que plus jamais ça. Il y a un étudiant de l'université de Douala qui vient de découvrir le médicament contre le paludisme. Oui. Au lieu que Madame Madeleine Tuenté en fasse un trophée de guerre en disant que maintenant, parce qu'il a donc peur que comme la France a dit qu'il faut fabriquer la chloroquine, comment je vais dire que mon étudiant a trouvé les remèdes contre le tube. Voilà, donc. Mais on va peut-être parler des chercheurs en faisant un clin d'œil ce matin spécialement au docteur Ngonk Edi Léonard, qui est bien sûr à l'IRAD, et aussi docteur Ngachou. Permettez-moi, Charles Bachou, c'est important, c'est des chercheurs camerounais qui aujourd'hui tentent tant bien que mal d'apporter des résolutions importantes dans leur domaine. Et il est assez dommage aussi de savoir qu'on a accordé seulement 8 milliards au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Charles Hamel, vous voulez quand même nous laisser un petit mot sur cette dotation accordée à ces ministères aujourd'hui? Le plus haut quand même, c'est le ministère de l'enseignement secondaire avec 388 milliards de francs CFA. Monsieur Michel Ngachou, vous allez entendre, vous comprendrez pourquoi tout le temps je vous parle du Wonderfulkistan. Nous sommes dans un pays où on finit toujours par dire Wonderful. Il n'y a pas quelques jours, nous abordons la question de la stratégie nationale de développement dans l'horizon 2030, qui présentait le développement du Cameroun sur la voie industrielle. On a réservé combien au niveau du secteur industriel dans ce budget? 4 milliards, monsieur Michel. 4 milliards peut-il aider à développer, à industrialiser le pays? On est dans la politique d'industrialisation du Cameroun avec la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. Et on donne 4 milliards pour l'industrialisation. Alors dites-moi, monsieur Michel, on se moque de qui là? On se moque de qui à la fin? Parce que ça, c'est 2 semaines avant où le ministre Alamine Ousmane est sorti en disant nous avons une nouvelle vision après le DSCE, nous entrons dans le SND 30. Vous allez voir, c'est de l'entourloupe. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'on a prévu? Qu'est-ce qu'on a prévu dans les différents secteurs d'activité pour pouvoir relancer l'industrialisation, pour relancer ne serait-ce que des barrages électriques? Je vous promets, monsieur Charles Bachou, qu'on va revenir sur ces sujets parce qu'il va falloir éclairer la lanterne des Camerounais sur ces budgets. On va les décortiquer sur ce plateau et il va falloir justement que les Camerounais comprennent. Mais vous savez qu'on a augmenté de 12 milliards de francs CFA les frais de représentation et de cérémonie des fêtes au niveau du palais. Or qu'on devait diminuer, ils ont augmenté de 12 milliards de francs CFA. Il faut relever que le ministère des Travaux publics, M. Bachou, c'est 464,8 milliards de francs CFA. Donc dites-vous bien que pour refaire les routes et autres infrastructures... Vous êtes au niveau des routes. Nous parlons de l'industrialisation du Cameroun, l'industrialisation qui repose sur 2 secteurs clés. La construction des usines, la disposition des barrages électriques, hydroélectriques, la disposition... Mais attendez, non, ce n'est pas important, c'est tout ce que vous devez comprendre. Si on donne 3 milliards à la culture, 4 milliards à l'industrie... Il y a le lycée de Sam qu'il faut construire, Charles. Ah ben dis donc, le lycée technique de Marois. Permettez, on va rapidement aller saluer notre partenaire Constellamine qui est venu ce matin. Après, on va dire un week-end de fête. Constellamine nous retrouve ce lundi sur les antennes Equinox Télévision. Constellamine, c'est un plaisir de vous retrouver avec le concept Salaka encore. Bonjour à vous et bienvenue, Consti.
Nous saluons bien sûr Consti Lamine à l'instant. Nous te saluons Consti, bonjour et bienvenue. Alors bonjour Michel Ngachou, un sourire très positif ce matin. On peut le remarquer parce que l'événement qui a été organisé vendredi dernier, le 4 décembre 2020, a été un succès total. Oui, les notes viennent de partout, 20 sur 20, 18 sur 20. C'est-à-dire on est allé au-delà de 20 sur 20. C'est grâce à la radio et télévision Equinox. Oui, le seul et unique média partenaire du concept Salaka. Et surtout, les émissions 10-12 le Zénith, Ville en fête, sans oublier les techniciens, les animateurs, les journalistes d'Equinox Télévision qui ont bel et bien soutenu les 20 ans de carrière de Consti Lamine. Je veux donc également dire merci à tous les clients du concept Salaka, ces clients qui me regardent en ce moment à la maison. Vous aurez les images dans quelques jours sur cette émission. La dit des temps forts des 20 ans de carrière de Consti Lamine. Le montage est en train d'être fait. Donc d'ici quelques jours, vous aurez tous ces éléments sur cette émission. Mais déjà pour ce matin, nous relançons notre boulot commercial parce que je l'ai toujours dit, j'aime vendre. La vente, c'est ma passion. La vente, c'est mon boulot. Et quand on parle de vente, nous allons commencer par les languettes médicales. Oui, ces languettes médicales qui font de plus en plus la fierté de tous les téléspectateurs de cette émission. Pour ceux qui ont des douleurs à la plante du pied, pour ceux qui ne parviennent pas à bien marcher, alors je vous conseille de venir au magasin 1001 tapis et d'acheter votre languette médicale qui reste toujours en pleine promotion, bien entendu encore pendant plusieurs semaines. Question de dire merci à tous ceux-là qui ont fait confiance à Consti Lamine. J'ai donc décidé dès ce lundi matin de continuer avec les doubles réductions du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est ainsi que vous aurez la paire de languettes médicales au lieu de 6 500 francs, vous l'aurez à 6 000 francs, votre paire de languettes médicales du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Cette languette médicale permet d'éliminer la douleur au niveau de la plante du pied. La languette médicale permet de redresser la plante du pied. La languette médicale permet de nous protéger contre les douleurs de la plante du pied. Donc, chers téléspectateurs à la maison en ce moment, n'hésitez surtout pas. Commandez dès à présent, n'attendez pas la fin de la promotion, n'attendez pas la fin du stock. C'est donc l'occasion plus que jamais de venir au magasin 1001 tapis et de commander votre paire de languettes médicales au prix de 6 000 francs au lieu de 6 500 francs. C'est une véritable double réduction pour dire déjà merci à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision, pour dire merci à tous ceux-là qui ont soutenu les 20 ans de carrière de Consti Lamine. Alors j'ai donc décidé de faire encore et encore une double réduction sur les languettes médicales. Vous avez donc à 6 000 francs la paire de languettes médicales du côté du magasin 1001 tapis. Mototenye Sengalemba Tatan, wa Sengalete CC au Miende, Yando magasin 1001 tapis. Banjana, oben languette médicale, wa Welendemo Otete Nabetambi. Vous les mettez à l'intérieur de votre chaussure, que ce soit la tennis, que ce soit les bottes, que ce soit les Rangers, que ce soit les chaussures en cuir. Mettez la languette à l'intérieur de votre chaussure. Portez-la régulièrement. Vous allez voir au fur et à mesure, la douleur de la plante du pied va se retirer et laissera en place un véritable bonheur de la plante du pied. Vous avez donc la paire de languettes à 6 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur de Douala, en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez dès à présent et commandez votre paire de languettes médicales à 6 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. La grande parce que c'est quoi? Ces languettes sont en deux modèles, le modèle des femmes et le modèle des hommes. Donc chacun devrait avoir une paire de languettes médicales du côté du magasin 1001 tapis. Une fois de plus, merci à tous les téléspectateurs de cette émission d'Equinox Télévision. Merci à tous les partenaires. Merci à tous ceux-là qui ont soutenu les 20 ans de carrière de Consti Lamine. Grâce à vous, l'événement a été un véritable succès. Raison pour laquelle je vous donne encore plusieurs semaines de double réduction au magasin 1001 tapis. Bravo Consti Lamine. Voilà, 20 ans de carrière aujourd'hui, 20 ans de vente, 20 ans en tant que commerçant, oui, on va dire, de notre genre. Nous saluons justement ce que vous faites aujourd'hui et bravo encore pour l'événement qui s'est tenu ce samedi à la place Douala-Bercy. C'était du grand monde, il y avait du grand monde en même temps, il y avait vraiment pas mal de personnes et félicitations aux Doualais qui y ont cru et qui continuent bien sûr d'y croire. Madame, messieurs, nous vous rappellerons peut-être, oui, tout le temps, ne l'oubliez jamais, pensez à faire de la politique en réalité. Parce que si vous ne vous intéressez pas à la politique de votre pays, la politique de votre pays va vous broyer et vous torturer. Intéressez-vous justement au texte de loi du Cameroun.
papa, maman, enseignez justement à vos enfants les textes de loi du Cameroun, l'histoire de ce pays, parce qu'en réalité, on se rend compte que pendant 50 ans, on a été floué, trompé, menti, et pendant près de 38 ans aujourd'hui, les Camerounais sont dans une espèce d'entourloupe en permanence parce que nous ne lisons pas. Il est important que nous rentrons dans les livres. Ce qui nous ont caché longtemps, on va le chercher dans les livres. Les textes, on va les maîtriser ensemble et ensemble, nous allons parler justement d'une seule voix au nom de la République du Cameroun. À demain, 10h.